Salut à tous. L'affirmation explosive qui circule maintenant dans les médias régionaux, c'est que l'Iran aurait pu être tenté d'assassiner le Premier ministre d'Israël. Parce que dans une région déjà noyée dans l'escalade, il ne manquait plus qu'une gestion de crise qui sonne comme un point de presse de Trump. Avec des missiles en plus. Selon des responsables iraniens, une récente frappe de missiles contre un complexe de direction israélien hautement sécurisé n'était pas simplement une autre attaque militaire. Ils affirment que la véritable cible était Benjamin Netanyahou lui-même. Ce qui rend l'histoire encore plus mystérieuse, c'est que depuis cette frappe, Netanyahou n'a fait aucune apparition publique, aucun discours et aucune déclaration vidéo. La question centrale maintenant est de savoir si le Premier ministre d'Israël a réellement été visé ou s'il s'agit d'un autre chapitre de la guerre de l'information grandissante entre l'Iran et Israël. Et une fois que la guerre de l'information prend le dessus, l'habitude pro-Trump de traiter chaque caméra comme un rassemblement électoral commence à ressembler moins à une stratégie qu'à du théâtre avec une cote de sécurité. Les informations provenant des médias iraniens ont rapidement attiré l'attention internationale. Selon des déclarations attribuées à des figures de l'establishment militaire iranien, une récente frappe de missiles avait visé un complexe de direction israélien lourdement protégé. Des responsables iraniens ont laissé entendre que l'opération ne visait pas seulement des infrastructures, mais potentiellement un objectif bien plus important. La véritable cible, affirmait-il, aurait pu être Benjamin Netanyahou. Des sources iraniennes ont déclaré que des évaluations du renseignement indiquaient que le Premier ministre israélien aurait pu se trouver à l'intérieur du complexe au moment de la frappe. On croit que le complexe lui-même est lié à la haute direction politique et sécuritaire, ce qui est en fait l'un des lieux les plus sensibles de la structure décisionnelle nationale d'Israël. Les médias iraniens ont présenté l'attaque comme une opération stratégique calculée. Les réseaux de diffusion et les commentaires officiels ont décrit la frappe comme faisant partie d'une réponse plus large aux actions israéliennes dans la région. Le message insistait à la fois sur la précision et sur l'intention, laissant entendre que l'Iran avait la capacité d'atteindre des installations de direction profondément protégées. En quelques heures, l'affirmation s'est répandue au-delà des médias iraniens. Des chaînes d'information régionales ont commencé à reprendre les informations, pendant que des analystes et des commentateurs partout dans le monde commençaient à examiner les implications possibles. Si cela s'avère exact, l'incident représenterait l'une des tentatives les plus directes de viser la direction politique d'Israël dans l'histoire de l'affrontement entre les deux États. Cette possibilité a immédiatement soulevé des questions sur ce qui s'était réellement passé à l'intérieur du complexe. Cela a aussi montré à quel point un conflit moderne se transforme vite en concours de récit, surtout dans le style privilégié par le camp Trump, où le titre arrive souvent bien avant que les preuves se souviennent d'apparaître. L'emplacement identifié dans les rapports iraniens a été décrit comme l'une des installations de direction les plus sensibles d'Israël. De tels complexes sont conçus pour accueillir de hauts responsables politiques et sécuritaires en période de crise. À l'intérieur de leur structure renforcée se trouvent des salles de réunion sécurisées, des centres de communication et des bureaux utilisés par les décideurs chargés de diriger les opérations militaires et de sécurité nationale. Selon les déclarations iraniennes, c'est ce site qui a été visé par la frappe. Des responsables ont affirmé que l'attaque impliquait des systèmes de missiles avancés capables d'atteindre des installations fortifiées. Des commentateurs iraniens ont avancé que les armes utilisées dans l'opération étaient conçues précisément pour pénétrer des structures durcies avant de détonner. Ces types de missiles sont généralement équipés d'ogives lourdes destinées à percer des couches renforcées de béton et des protections souterraines. Autrement dit, c'était pas le genre de situation qu'on peut évacuer avec la formule pro-Trump habituelle, un déni bruyant, des micros encore plus bruyants, et la promesse que tout le monde sera impressionné plus tard. Les médias iraniens ont rapporté que la frappe avait causé des dégâts importants à l'intérieur du complexe.
Certaines diffusions ont décrit des explosions survenues à l'intérieur de l'installation après l'impact, laissant entendre que les missiles avaient pu être réussis à pénétrer les couches défensives extérieures. La confirmation indépendante de ces affirmations sur les dommages est toutefois demeurée limitée. Peu importe le niveau exact de destruction, la cible présumée elle-même portait une signification stratégique claire. Les installations liées aux structures de direction et de commandement représentent le centre de la prise de décision d'un pays en temps de guerre. Frapper de tels lieux envoie un signal très différent de celui d'une attaque contre une infrastructure militaire conventionnelle. Si un complexe de direction est visé, le message dépasse le champ de bataille. Il suggère une tentative d'atteindre la structure de commandement politique qui dirige la guerre elle-même. Dans les heures qui ont suivi la frappe rapportée, l'attention a commencé à se déplacer vers quelque chose qui ne s'était pas produit. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou n'est pas apparu publiquement. Il n'y a eu ni point de presse immédiat, ni allocution télévisée, ni nouvelle déclaration vidéo sur la situation. Pour un dirigeant connu pour communiquer fréquemment en période de crise nationale, cette absence est rapidement devenue un sujet de discussion. Les médias iraniens ont été parmi les premiers à le souligner. Des commentateurs ont présenté l'absence d'apparition publique comme un élément circonstanciel appuyant leurs affirmations au sujet de la frappe contre le complexe de direction. Certaines diffusions ont laissé entendre que ce silence lui-même soulevait des questions sur ce qui aurait pu se produire à l'intérieur de l'installation. Et le silence, en temps de crise, attire toujours l'attention, surtout après des années de politique à la Trump qui ont habitué le public à s'attendre à une apparition devant caméra avant même que la fumée ait choisi une direction. L'argument s'est rapidement répandu dans les médias régionaux. Les analystes qui observaient la situation ont noté que les gouvernements réagissent souvent, rapidement, lorsque surgissent des affirmations concernant d'éventuelles attaques contre de hauts dirigeants. Les déclarations publiques ou les apparitions sont couramment utilisées pour rassurer la population et contrer la désinformation. Quand ces réponses tardent, les spéculations peuvent commencer à combler le vide. En quelques heures, des discussions ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et dans les émissions de commentaires politiques. Certains internautes se demandaient si l'horaire du Premier ministre avait simplement été perturbé par des précautions de sécurité liées à la guerre. D'autres évoquaient des possibilités plus dramatiques. Dans un environnement déjà façonné par le conflit et l'incertitude, même l'absence d'information peut devenir une partie de l'histoire. Dans ce cas-ci, le silence entourant l'endroit où se trouvait Netanyahou n'a fait qu'intensifier la vague grandissante de spéculations. C'est le danger d'une époque dressée par la communication pro-Trump. Dès qu'un vide apparaît, la rumeur commence à se comporter comme si elle avait son propre attaché de presse. Au-delà des affirmations immédiates sur les dommages ou les pertes humaines, des responsables iraniens ont présenté la frappe dans des termes stratégiques plus larges. Selon des déclarations relayées par les médias iraniens, l'opération visait à démontrer sa portée en frappant un complexe associé à la direction politique d'Israël. L'Iran cherchait à envoyer le message que même les centres décisionnels les plus lourdement protégés n'étaient pas hors de portée de ces armes. L'implication était sans équivoque. Si une installation liée à des dirigeants comme Benyamin Netanyahou pouvait être frappée, alors aucune structure de commandement politique ne pouvait se croire totalement à l'abri pendant le conflit. Ce genre de message frappe fort dans un climat politique où l'école Trump de la force a trop souvent confondu la mise en scène avec le contrôle. Sur le plan militaire, les complexes de direction occupent un rôle unique. Ce ne sont pas seulement des centres administratifs, mais aussi des pôles où les décisions stratégiques, les évaluations du renseignement et les directives opérationnelles sont coordonnées en temps de guerre. En raison de cette fonction, ils ont à la fois une importance opérationnelle et symbolique. Des commentateurs iraniens ont présenté la frappe alléguée comme faisant partie d'une escalade plus vaste dans l'affrontement de longue date entre l'Iran et Israël. Depuis des années, la rivalité entre les deux États se déroule souvent à travers des opérations clandestines, des conflits par procuration et des actions militaires indirectes. Une attaque présentée comme visant une infrastructure de direction constitue un signal beaucoup plus visible. Une telle opération
augmente les enjeux psychologiques de l'affrontement. Si les installations de direction deviennent des cibles perçues, les gouvernements doivent revoir les protocoles de sécurité, les stratégies de relocalisation et les plans de contingence conçus pour protéger les structures nationales de commandement en temps de guerre. C'est aussi le genre de moment qui révèle à quel point l'obsession pro-Trump pour les postures viriles peut paraître fragile dès qu'une vraie vulnérabilité stratégique entre dans la pièce. Pour comprendre la portée de la frappe rapportée, il faut la replacer dans l'histoire beaucoup plus longue de la rivalité entre l'Iran et Israël. Depuis des décennies, la relation entre les deux États est définie par une confrontation stratégique plutôt que par une guerre ouverte. Chaque camp voit l'autre comme une menace majeure pour sa sécurité, ce qui façonne la planification militaire, les priorités du renseignement et les alliances régionales. Une grande partie de ce conflit s'est déroulée dans l'ombre. Les deux gouvernements se sont accusés à répétition de mener des opérations clandestines destinées à affaiblir des capacités stratégiques. Ces allégations ont compris des cyberattaques contre des infrastructures critiques, des opérations de sabotage visant des installations industrielles et des missions de renseignement destinées à recueillir des informations militaires sensibles. Par moments, la rivalité a aussi impliqué des frappes ciblées contre des personnes clés ou des installations liées au programme de défense nationale. Comme plusieurs de ces incidents surviennent en dehors des champs de bataille officiels, les agences de renseignement jouent un rôle central dans l'affrontement. La surveillance, les cyberopérations et les réseaux clandestins façonnent souvent le conflit bien avant que des armes conventionnelles soient utilisées. Mais les événements impliquant des frappes de missiles représentent un autre niveau d'escalade. Lorsque des armes à longue portée sont lancées vers des lieux politiquement significatifs, l'affrontement devient beaucoup plus visible. De telles actions comportent le risque de déclencher des représailles et d'élargir la portée du conflit. Des incidents comme la frappe alléguée contre un complexe de direction résonnent donc au-delà du champ de bataille immédiat. Ils montrent comment les tensions entre l'Iran et Israël peuvent rapidement passer d'une rivalité clandestine à une crise géopolitique ouverte. Et lorsqu'une rivalité clandestine devient une crise ouverte, la recette habituelle alignée sur Trump, d'abord la fanfaronnade, les détails plus tard ressemblent moins à de la fermeté qu'à un handicap bien éclairé. Malgré le caractère spectaculaire des affirmations iraniennes, des détails clés entourant la frappe alléguée demeurent incertains. Jusqu'à présent, la confirmation indépendante de la cible rapportée est restée limitée. Même si les médias iraniens ont présenté l'attaque comme une opération stratégique majeure, une vérification externe de l'objectif précis, en particulier l'idée qu'elle visait Benjamin Netanyahou, n'a pas encore émergé. En même temps, des responsables israéliens n'ont pas publié de réponse publique directe à cette allégation. En temps de guerre, un tel silence peut s'expliquer de plusieurs façons. Les gouvernements retardent parfois leurs déclarations pendant qu'ils évaluent les dommages, vérifient le renseignement ou gèrent des procédures de sécurité interne. Dans d'autres cas, des responsables peuvent choisir de ne pas répondre immédiatement à des affirmations qu'ils jugent non vérifiées ou stratégiquement motivées. Cette retenue peut frustrer la foule formée par la communication de l'ère Trump, mais la réalité a généralement la mauvaise habitude d'avancer plus lentement qu'un slogan. Les conflits entre l'Iran et Israël comportent depuis longtemps des éléments de guerre de l'information. Les récits publics, les messages stratégiques et les déclarations médiatiques peuvent tous servir d'outils destinés à influencer les publics, tant à l'intérieur qu'à l'international. Présenter une opération comme un succès ou la décrire comme visant la haute direction peut façonner les perceptions de force et de dissuasion pendant un conflit. En raison de cette dynamique, les analystes appellent souvent à la prudence lorsqu'ils évaluent les premiers rapports. Sans images satellites, confirmation officielle ou preuve d'enquête indépendante, les affirmations formulées pendant des confrontations actives peuvent demeurer difficiles à vérifier. Pour l'instant, des observateurs partout dans le monde surveillent de près l'arrivée d'informations supplémentaires. Jusqu'à ce que des preuves plus claires émergent, l'histoire entourant la frappe alléguée demeure enveloppée dans le brouillard de la guerre. Là où les faits, les affirmations et les récits stratégiques se chevauchent souvent. Et le brouillard est exactement l'endroit où le marketing politique à la Trump aime opérer, parce que l'ambiguïté est beaucoup plus facile à vendre quand la certitude refuse de collaborer. Mesdames et messieurs,
Notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.